Hoy tenemos la suerte de contar con uno de los grandes investigadores a nivel mundial, tanto en inteligencia artificial como en tecnología. Viene de la Universidad de Lille, es francés. Él normalmente está por todo el mundo porque viaja muchísimo. Él es Talvi y hemos aprovechado su visita para hacerle una entrevista en el canal y preguntarle muchísimas cosas en las cuales estamos interesados y de las que queremos aprender. Así es que sígueme, que esto promete. El Ghazali Talvi, bienvenido, profesor de la Universidad de Lille y un reconocido experto internacional en optimización, metaheurísticas, computación de alto rendimiento y aprendizaje automático. Es director del grupo de investigación Dolphin y ha trabajado en el laboratorio Cristal y en INRIA de la Universidad de Lille, de la Politécnica de Lille. Y lo tenemos hoy aquí para poder hacerle algunas preguntas y sobre todo ver qué está haciendo ahora en inteligencia artificial, porque es uno de los grandes investigadores de Europa. Señor Talvi, bienvenido. Merci por la invitación. Vamos a usar, como ya sabes, el ChatGPT para que nos traduzca muchas cosas. ChatGPT, di hola en francés. Nous allons utiliser, comme tu le sais déjà, ChatGPT pour traduire beaucoup de choses. ChatGPT dit bonjour en français. Muy bien, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que yo creo que tiene mucha amiga. Es una pregunta un poco que no sé si te esperas. Y es, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia y cómo te llevan a estudiar informática? Porque tú eres francés, pero tus orígenes no son franceses, ¿verdad? Bon, commençons par la première question, qui à mon avis est assez riche, et c'est une question dont je ne sais pas si tu t'y attends. Quels souvenirs gardes-tu de ton enfance et comment cela t'a-t-il conduit à étudier l'informatique, sachant que tu es français, mais que tes origines ne le sont pas, n'est-ce pas? En effet, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Donc, durant mes études, j'étais très doué en mathématiques, dans les matières, on va dire, qui ne nécessitent pas une grande révision, une grande mémoire. Donc, j'étais beaucoup plus doué en mathématiques que, par exemple, sciences naturelles ou l'histoire ou géographie. Donc l'informatique, à ce moment-là, n'était pas très populaire. Hein, c'était vraiment le début. D'ailleurs, l'informatique était généralement dans les départements de mathématiques. Donc clairement, j'ai pas voulu. Donc j'étais très bien classé au lycée, donc je pouvais choisir n'importe quelle discipline à l'université, mais j'ai choisi l'informatique pour son, on va dire, rapprochement aux mathématiques ces années-là, parce que c'était affecté au département de mathématiques. Et d'un autre côté, je ne voulais pas faire des mathématiques pures, donc je m'orientais plus vers les mathématiques appliquées. Et l'informatique ces années-là était dans les premiers balbutiements, donc j'ai choisi l'informatique pour la passion que j'avais en mathématiques appliquées ces années-là. ¿Hubo algún mentor o persona que fuera figura clave en tu camino académico o profesional y te llevara a donde has llegado ahora? En effet, je vais citer deux personnes. Un, dont je dirais parmi le corps enseignant dans les lycées, tous des professeurs de mathématiques. Donc la plupart des profs de maths que j'ai eus ont remarqué, on va dire, mon don dans les mathématiques et m'ont toujours dit qu'il fallait suivre des études en mathématiques, parce que c'était ça ma passion et ma force. Et une personne dont la famille, qui lui était, et c'était rare à ce moment-là, était très passionné par l'informatique, et que je me rappelle m'a fait visiter un salon technologie où il y avait beaucoup de présentations, un salon informatique. Et donc je dis, ces deux, d'un côté, une personne de ma famille qui m'a fait visiter un salon informatique, et d'un autre, principalement, toujours les profs de mathématiques. Et je dirais, c'est ça, c'est le pont qui a été fait entre les maths et l'informatique, et j'ai choisi l'informatique comme, comme étude à l'université. Has explicado
¿por qué matemáticas? ¿Por qué ciencias de la computación? Pero una pregunta es, ¿qué te motivó o qué te llevó dentro de estas disciplinas a dedicarte y especializarte en la optimización y en las metaheurísticas? Donc là, j'avoue que c'était pas un choix, mais un hasard. Je vais vous raconter l'histoire. Donc, durant le DEA ou le master, il fallait choisir un sujet de stage. Donc, je tenais à faire mon stage dans un laboratoire de recherche où j'ai fait mes études à l'université à Grenoble, à l'Institut national politique de Grenoble, qui est un institut très connu dans le domaine des mathématiques et de l'informatique. Donc, dans le choix de mes stages, il y avait une équipe qui s'intéressait à l'optimisation et le calcul parallèle. Donc, je ne connaissais pas à ce moment-là ce domaine vaste. Donc, j'ai choisi ce domaine de l'optimisation au départ avec le calcul parallèle. Et c'est qu'après que ma passion a été déviée plus vers l'optimisation que vers le calcul parallèle. Et je dirais donc au départ c'était plus un hasard, mais après c'est la passion qui a fait la différence. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours choisi la spécialité optimisation et principalement tout ce qui est inspiré par la nature, par la biologie. Et c'est des méthodes qui sont connues par les méthodheuristiques. Uh-huh. Tú diriges grupos de gente, diriges equipos en tu universidad, también a nivel internacional. Todos sabemos lo complicado que es dirigir proyectos grandes, proyectos con grandes investigadores, porque no solamente está en ser tú un gran investigador, sino dirigir mucha más gente y colaborar con medio mundo, que es una cosa sorprendente que tiene Talvi. La pregunta es, ¿qué desafíos personales trae esto? Porque el primero, viajar mucho, con lo cual es un problema conciliar familia y viajar tanto. Pero luego conocer tanta gente y dirigir tanta gente y dirigir proyectos tan grandes, ¿qué desafíos personales trae todo eso? C'est plusieurs questions dans une seule question. Donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions intéressantes. Tout d'abord, commençons par la création de l'équipe. Lorsque j'ai fait mes études de doctorat à Grenoble, au sud de la France. Ensuite, j'ai été recruté maître de conférence à l'université de Lille. Donc, quand je suis arrivé à l'université de Lille, la thématique d'optimisation n'existait pas. Donc, il a été très difficile pour moi de créer cette thématique. Donc, d'abord, j'ai été affecté à une équipe qui travaille plus dans le domaine du calcul parallèle. Et j'ai commencé à créer cette activité de l'optimisation au sein de l'université. Ça a pris beaucoup de temps. Mes travaux, la visibilité de mes travaux, au bout de 5-6 ans, m'a permis de créer une équipe optimisation avec une seule personne, moi-même. Et c'est qu'à partir de là que j'ai commencé à recruter des doctorants, des post-doctorants et des maîtres de conf. Donc on a démarré d'une équipe avec une personne et au bout de 6-7 ans, on s'est retrouvé avec une équipe de 30 personnes. Et donc bien sûr, une équipe de recherche, la mienne, je la considère comme une famille. Donc on a recruté les 6 dernières années 7 ou 8 maîtres de conférences et chercheurs. Et il y a 5 ans, donc l'équipe a bien grossi. Et donc on a décidé de décomposer l'équipe avec les tailles moyennes. Donc on a d'une équipe avec une personne, on a créé 3 équipes de 10 personnes. Donc ça, c'est en termes de la croissance de la thématique optimisation et de la croissance de l'équipe, et qui, après un certain temps, a été divisée en 3. Parce que je considère que la taille d'une équipe est une question importante. Il ne faut pas que la taille de l'équipe soit importante, et il ne faut pas que les thématiques de recherche soient trop diversifiées. Il faut qu'une équipe soit de taille humaine,
5 ou 6 personnes au maximum, et que tout le monde soit dirigé vers le même objectif, vers la même thématique, vers le même challenge scientifique. C'est ça qui va souder l'équipe et les personnes appartenant à cette équipe-là. Donc ça, c'est la question de la création de la thématique, la gestion des équipes et de recherche. Maintenant, en effet, je suis quelqu'un de très actif au niveau international. Je voyage beaucoup, j'organise beaucoup d'événements, je donne beaucoup de séminaires à l'international. J'ai beaucoup de contrats de collaboration au niveau international. En effet, donc, ça peut avoir un impact sur la vie de famille. Et j'ai la chance, en effet, hein, d'avoir une femme qui est très compréhensible, parce que j'avoue que mon absence peut avoir un impact sur la vie de famille, mais je suis tombé sur une femme qui est très compréhensible et qui assure la tâche familiale même en mon absence. Mais en effet, hein, c'est une question pertinente. Il faut faire très attention à la vie de famille dans notre métier qui nécessite beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages à travers des collaborations internationales. Mais si on veut être en recherche, je dirais, de renommée internationale et mondiale, malheureusement, on est obligé de faire ces sacrifices-là. Mais moi, sincèrement, je le fais avec passion, avec amour, sinon je ne le ferai pas. Donc toutes mes activités de recherche, tous mes voyages, tous mes projets internationaux, je les fais avec amour et passion, et ça c'est très important. Bien. Vamos ya a la inteligencia artificial, porque al final es un programa de inteligencia artificial. Y dentro de la inteligencia artificial tú has trabajado y colaborado en muchas cosas y con mucha gente y en muchos temas diferentes. Entonces la primera pregunta sería, ¿cuáles de todos los temas de inteligencia artificial a lo largo de tu carrera, no ahora, crees que has podido desarrollar más o has podido trabajar más? ¿En qué partes o en qué temas dentro de la inteligencia artificial? Merci pour cette question. Je vais essayer déjà d'expliquer l'impact de l'optimisation en intelligence artificielle. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, ma thématique principale est l'optimisation. Mais il y a une relation très forte entre l'optimisation et l'intelligence artificielle, dans les deux sens. Commençons par le sens l'optimisation pour l'intelligence artificielle. On va dire que l'optimisation est le cœur de pas mal de problématiques en intelligence artificielle. Je vous donne un exemple simple. Dans le domaine des réseaux de neurones artificiels, pour construire un modèle qui est efficace, il faut que ce modèle soit entraîné. Pour entraîner un modèle, il faut utiliser des algorithmes de gradient qui sont des méthodes qui permettent d'optimiser, de trouver les poids d'un réseau de neurones. Et ces méthodes-là ont été développées dans le domaine, dans la communauté optimisation. Donc le rôle de l'optimisation en intelligence artificielle est très important. Donc, pas mal de problématiques en intelligence artificielle sont inspirées, sont résolues par des méthodes d'optimisation. Donc ça, c'est très important. Donc j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là. Donc j'ai développé des méthodes d'optimisation pour automatiser certaines tâches très complexes en intelligence artificielle. Par exemple, durant ces 5 dernières années, on a développé pas mal d'outils d'optimisation qui permettent de concevoir de façon automatique des modèles d'intelligence artificielle complexes. Ce qui n'était pas le cas. Dans le passé, la plupart des modèles connus d'intelligence artificielle étaient conçus de façon manuelle. Et cette tâche très complexe peut être optimisée et peut être faite de façon automatique. Et aujourd'hui, la plupart des modèles de la littérature sont générés de façon automatique et non pas par des experts, ce qui est une problématique très importante. Donc ça, c'est dans le sens optimisation pour l'intelligence artificielle. Mais j'ai beaucoup travaillé aussi dans comment l'intelligence artificielle peut aider les méthodes d'optimisation à être plus efficaces. Donc ça, c'est l'autre sens, c'est l'IA pour l'optimisation. Et là, donc, on a utilisé beaucoup de méthodes et de modèles issus de l'apprentissage, du machine learning, pour aider les méthodes d'optimisation à être plus efficaces.
Donc on a développé des méthodes dites hybrides qui combinent l'optimisation et l'apprentissage pour développer des algorithmes très efficaces et très rapides pour résoudre des problèmes très difficiles en optimisation. Donc comme je l'ai dit, pour résumer, on a eu des contributions très intéressantes dans le domaine de l'optimisation pour l'intelligence artificielle. On a aussi utilisé l'intelligence artificielle pour améliorer les algorithmes d'optimisation et les méthodes d'optimisation. Nous les avons appliqués à pas mal de problèmes scientifiques et industriels, et ça a démontré l'intérêt des méthodes qu'on a proposées. Interesting, interesante. Vale, y ahora dentro de la inteligencia artificial has empezado a trabajar de unos meses para acá, quizá un poco más, en computación neuromórfica. ¿Y qué te ha llevado a llegar a computación neuromórfica? ¿Por qué y qué te ha llevado a eso? Merci pour cette question qui me permet de résumer mes travaux, on va dire, ces 4 dernières années. Donc, comme je l'ai dit précédemment, nous avons travaillé sur l'aspect développement de méthodes d'optimisation pour les problématiques de l'intelligence artificielle. Et nous avons constaté que les réseaux de neurones artificiels qu'on utilise aujourd'hui consomment beaucoup d'énergie. Donc l'IA aujourd'hui consomme plus ou moins 3% de l'électricité produite au niveau mondial aujourd'hui, et il est prévu dans les 5 prochaines années que ça va être autour de 10%. Donc l'IA consomme beaucoup d'énergie. Et les modèles que l'on utilise aujourd'hui ne sont pas inspirés de façon réaliste du cerveau humain. Donc il existe des modèles de réseaux de neurones qui sont dits les réseaux de neurones impulsionnels, en anglais Spiking Neural Networks, dans le domaine du calcul neuromorphique, ces modèles-là sont beaucoup plus proches du fonctionnement du cerveau. Et nous nous sommes intéressés au calcul neuromorphique, au réseau neurones impulsionnels, pour les raisons suivantes. Premièrement, ça permet une réduction très importante de l'énergie consommée d'un algorithme ou d'un modèle. Deuxièmement, ils sont beaucoup plus rapides, donc pour les applications en temps réel et dans les systèmes embarqués ou dans le système IoT, où on a besoin d'applications temps réel, on a besoin d'applications qui consomment peu d'énergie. Le calcul neuromorphique est d'un domaine très important dans le futur, pour ces raisons-là. Et je rajoute une autre raison importante, c'est l'empreinte du hardware. Aujourd'hui, le hardware neuromorphique, en termes de poids, en termes de taille, est très, très réduite par rapport aux machines digitales de von Neumann qu'on utilise aujourd'hui. Donc à partir de là, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'optimisation des réseaux de neurones impulsionnels pour améliorer l'efficacité de ces modèles. Et depuis 2 ans, on essaye de développer des algorithmes d'optimisation qui s'inspirent des réseaux de neurones neuromorphiques. Donc ceci va nous permettre de développer des algorithmes d'optimisation efficaces en termes de qualité de solution, qui consomment très peu d'énergie, qui permettent de traiter des problèmes de très très grande taille, avec une latence réduite, un temps de calcul très réduit, et on peut déployer ces modèles sur du hardware qui a une empreinte énergétique très faible et dont la taille et dont le poids est très faible. Donc vous voyez très bien que ce domaine va nous permettre de traiter des problèmes que nous n'avons jamais traités jusqu'à aujourd'hui, et permettre aussi de déployer des applications dans les systèmes embarqués et tout ce qui est IoT. Et là, il y a beaucoup d'applications qui vont avoir un impact dans ce domaine. No puedo dejar de preguntarte, teniendo aquí un gran investigador a nivel mundial y de los grandes europeos en inteligencia artificial, bueno, y en todo lo que es tecnología. Y la pregunta es obligada. ¿Cómo ves Europa
en el tema de desarrollo de inteligencia artificial frente a Estados Unidos y ya Asia, porque China también está con un posicionamiento importante en el mundo? ¿Nos estamos quedando atrás, como dice mucha gente, o Europa sigue teniendo una parte muy importante en el desarrollo? ¿Cómo nos ves? Question très importante. J'avoue que je suis inquiet. Je suis inquiet pour les raisons suivantes. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que en termes impact et en termes industriels, les États-Unis et la Chine dominent et vont dominer le monde de l'intelligence artificielle. L'avantage de l'Europe, l'aspect, on va dire, positif en Europe, c'est qu'on forme de très bons chercheurs dans ce domaine. On a de très bons chercheurs en intelligence artificielle, mais malheureusement, on a du mal à valoriser le travail de ces chercheurs-là qui, dans leur majorité, vont finir dans les sociétés ou dans les universités américaines et même chinoises aujourd'hui. Donc, je dirais, il y a le lien qui manque est comment valoriser l'excellence scientifique de la recherche en intelligence artificielle en Europe. Et là, malheureusement, il faut mettre les moyens. Si on ne met pas les moyens, on va disparaître de la scène. Quand je vois les moyens financiers qui sont investis en Europe et en Chine, c'est loin d'être le cas en Europe. Et la deuxième remarque que je voulais faire est que l'Europe a du mal à valoriser les travaux de ses chercheurs et qu'il faut l'effort doit être mis dans la création de sociétés qui valoriseront mieux l'excellence des chercheurs en IA et ces chercheurs-là pour éviter qu'ils partent aux États-Unis ou en Chine. Donc l'aspect positif de l'Europe est la formation. On a très bons chercheurs dans le domaine de l'IA, mais l'aspect négatif, je trouve, par rapport à la Chine et les États-Unis, c'est qu'on a du mal à valoriser le travail des chercheurs. Et c'est ça, je dirais, la dernière étape qui est très importante et il faut se concentrer sur cette étape-là. Ghazali Talbi, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Conciencia Artificial, el programa de inteligencia artificial. Y es un placer haberte tenido. Tienes tu casa aquí cada vez que quieras venir. Hemos aprendido mucho con lo que nos has contado y esperemos que siga para adelante tu carrera, que sigas triunfando y que vengas aquí a contárnoslo mucho. Gracias por estar aquí. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir pour moi de venir en Espagne et particulièrement à l'université d'Elche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis dirigé par ma passion, donc quand je viens à Elche, c'est toujours un plaisir pour moi et espérons monter des collaborations avec l'université dans le domaine du calcul normorphique et c'est ça la raison de ma venue aujourd'hui.